On voit ça tout de suite. Adja Labib, bonjour. Bonjour Geoffroy. Alors, vous revenez de Crimée, où vous avez assisté à un festival international, on y reviendra. La Crimée, donc, péninsule située au sud de l'Ukraine, à l'ouest de la Russie. Elle fut l'objet d'un bras de fer entre les deux pays en 2014. Bras de fer qui s'est soldé par l'annexion de la Crimée par la Russie, suite à un référendum contesté et non reconnu par la communauté internationale, en tout cas par la majorité de la communauté internationale. Alors, première question. Adja, d'où revenez-vous finalement, d'Ukraine ou de Russie? Eh bien, ce qui est certain, Geoffroy, c'est qu'il faut un visa russe pour atterrir à l'aéroport de Simferopol. Et une fois les pieds sur terre, eh bien, prenez un taxi, direction la baie de Sébastopol. Et là, le mieux, c'est de poser la question aux habitants. Voici la réponse de Sergueï. Ici, c'est la culture russe. La plupart des gens se considèrent comme si toute l'histoire russe se trouvait ici. Il n'y a aucune connexion avec la culture ukrainienne. Toute la culture, toute la mentalité est russe. Alors soyons honnêtes, Sergueï, comme la majorité des habitants de Sébastopol, est russophone. La réponse aurait certainement été tout autre si j'avais tendu mon micro à un Tatar ou à un Ukrainien. Non, mais en tout cas, l'avis de Sergueï ne laisse planer aucun doute, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui donne alors tant d'assurance aux Russes de Sébastopol? L'histoire, Geoffroy, l'histoire de la Crimée depuis le XVIIIe siècle s'écrit en russe. Et l'on doit d'ailleurs les premières lignes à une femme, Catherine II, la grande impératrice de Russie, qui a fondé Sébastopol en 1783. La baie devint très vite une base navale russe de tout premier ordre et ces terres se transformèrent à plusieurs reprises en champ de bataille. La plus célèbre en 1854, la guerre de Crimée entraîna les Français, les Britanniques et les Sardes. Et aujourd'hui encore, la ville tout entière est dédiée au monument à la mémoire de faits héroïques que l'on peut lire en filigrane dans le célèbre Guerre et paix de Léon Tolstoï, qui a fait d'ailleurs la guerre de Crimée à Sébastopol. Et ça c'est donc pour l'histoire, mais l'actualité, ce sont les condamnations et les sanctions de la communauté internationale surtout. Oui, des sanctions qui viennent d'ailleurs d'être reconduites et qui touchent de plein fouet le secteur touristique et tous ceux qui en vivent, comme Dimitri, guide à Sébastopol. Avant 2014 et les sanctions, je travaillais essentiellement avec les bateaux de croisière en provenance de la mer Méditerranée. C'est fini à cause des sanctions. Mes amis en Allemagne m'ont dit qu'il était même interdit de promouvoir la Crimée comme destination touristique. Ils risquent des sanctions contre leur agence. C'est dur pour nous, c'est une tragédie. Parce que c'est la fin du travail. C'est dire si Dimitri était heureux de voir débarquer une Belge sur sa terre condamnée à l'isolement. D'autant que les Russes aiment vraiment partager l'histoire de cette région qui a joué un rôle majeur sur la scène internationale. C'est en Crimée, à Yalta, que s'est négociée la fin de la Seconde Guerre mondiale pour discuter à l'abri des regards. Churchill, Roosevelt et Staline ont choisi le somptueux palais Vorontsov. Alors, petite devinette pour vous, Geoffroy. Churchill s'est reconnu dans l'un des 6 lions blancs qui bordent la jetée d'escalier. Il y en a 2 debout, prêts à attaquer, 2 assis en état d'alerte et 2 couchés, l'un éveillé, l'autre endormi. Lequel est Churchill? Écoutez, je vais prendre entre les deux, je vais prendre celui qui est assis en état d'alerte. Eh bien, on écoute la réponse de Sergueï. C'est le lion qui dort. Il a dit qu'il fait exactement ce que j'aime le mieux dans la vie, il dort. Et Churchill est aussi célèbre pour avoir dit cette phrase « Je ne resterai pas debout s'il y avait moyen de m'asseoir, je ne m'asseoirai pas s'il y avait moyen de se coucher ». Et donc oui, c'est sans contexte le lion qui dort. Voilà, t'es raté. Mais en juillet, on vient surtout à Sébastopol pour la parade militaire. Un spectacle un peu surréaliste, je vais vous le dire, où l'on voit passer des bateaux de plaisance colorés à côté de navires de guerre et de sous-marins. Parmi les touristes, il y avait Oksana de Moscou. Comme toujours, je me sens fière d'être russe. Je me sens fière d'être ici. Malheureusement, ce n'est pas aussi grandiose que d'habitude. Ce n'est pas comparable aux parades habituelles à cause de la pandémie.
Il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées, pas beaucoup de manœuvres. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Je ressens une vive émotion. Pour les gens de Sébastopol, c'est très important d'être ici. Et je suis certaine qu'ils sont fiers de la Russie et de leur force navale. Mais vous, Adja, vous n'êtes pas allé à Sébastopol pour voir la parade militaire ? Non, pas du tout. C'est pour la culture, Geoffroy. Il y avait à Sébastopol cet été un festival international de danse contemporaine. Denis travaille pour les saisons russes. À 24 ans à peine, il parle de la culture comme d'un soft power, peut-être une façon différente d'imposer sa supériorité. Au XXIe siècle, il faut pouvoir combiner soft power et hard power. Et ce n'est qu'en combinant les deux que nous arriverons à des résultats dans le monde. C'est pourquoi nous organisons des événements culturels non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger, comme les saisons culturelles, comme le Forum culturel à Saint-Pétersbourg. Notre gouvernement veille à organiser des tournées à l'étranger pour les grandes troupes de théâtre et de ballet russes. Et donc, sur le thème des valeurs universelles, des chorégraphes et danseurs russes et étrangers ont créé ensemble une dizaine de spectacles, je dois le dire, de très haute qualité, en à peine un mois, une véritable prouesse. Mais pour attirer le public russe, habitué aux grands classiques et aux stars du Bolchoï, il a fallu mettre en tête d'affiche Sergueï Polounine, connu pour ses cabrioles autant que ses grands écarts. Celui qu'on appelle aussi l'enfant terrible du ballet russe s'est fait tatouer le visage de Vladimir Poutine sur le torse. J'ai pu le voir de mes yeux vus, même si sur l'affiche, le tatouage était gommé. Poutine, franchement, il fallait assumer, surtout quand on est danseur d'origine ukrainienne, comme Sergueï Polounine, et comme quoi Churchill, encore lui, n'avait pas tort quand il disait que la Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. Effectivement, alors justement, déjà ce festival culturel en Crimée, eh bien, il fera l'objet d'un documentaire que vous préparez en ce moment. Oui, et c'est pour ça que j'étais allée en Russie, et je dois dire que j'ai passé un séjour assez impressionnant, j'étais très impressionnée par la collaboration dont sont capables les Russes au niveau artistique. Eh bien, on découvrira ça prochainement. Très prochainement, là, il faut plus de temps. Merci beaucoup, Adja, pour cette carte postale. Adja Labib, vous êtes donc de retour de Crimée. On attend ce reportage, ce documentaire sur ce festival culturel. Merci beaucoup. On va jeter un petit coup d'œil sur les routes avec vous, Jean-Marc Strel. Alors, le mot d'ordre ce matin, c'est prudence. Oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire prudence sur les routes, prendre ça à la légère, mais aujourd'hui, il faut l'être particulièrement car la vitesse est souvent réduite, notamment sur les grands axes et les autoroutes, tant la pluie peut vous gêner. Donc vraiment, soyez prudents et prévoyez un temps de parcours un peu plus long pour partir en toute sécurité. Il y avait tout à l'heure une voiture sur le toit sur la ligne 3 de Charleroi, c'est terminé. Par contre, il y a un véhicule en feu sur le 19 Breda-Anvers à hauteur de Mer en direction d'Anvers. Ce véhicule en panne sur le 313 Anvers-Liège à hauteur de Woelgem, c'est en direction de Liège. Et en jetant un petit coup d'œil du côté des transports en commun, il n'y a pas de perturbation liée par rapport à cette météo, en tout cas pour l'instant.